bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous avez attaché vos ceintures de sécurité. Voilà, comme ça j'ai fait ma blague pourrie. Je l'avais préparé, hein, comme ça je peux pas faire pire pendant la présentation. C'était vraiment fait pour. Donc je me présente, Klein Quentin. Je travaille dans une start-up lilloise qui s'appelle Xi. Et on va parler aujourd'hui de la voiture connectée. Un IoT au potentiel immense. Donc je vous ai mis les liens Twitter qui vont bien. Et du coup, maintenant qu'on se connaît bien et qu'on peut se tutoyer, allons-y, on va parler de la voiture connectée. Et avant tout, on va parler de ce que la voiture connectée n'est pas. Donc la voiture connectée n'est pas la voiture autonome. On en parle beaucoup. Il y a Google, Apple, pas mal de constructeurs qui commencent à y aller, qui développent une voiture qui se conduit toute seule. Je vous apprends rien là-dessus. Et la voiture connectée, c'est pas ça. Donc, ça peut être une voiture connectée, mais ce n'est pas son but. Donc, une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir commencer à parler de juste la voiture. Donc la voiture, si on va sur Wikipédia, qu'on regarde un peu l'histoire de l'automobile et comment ça a évolué au cours du temps, on voit qu'à la base, c'était ça, que ça a évolué en quelque chose qui n'était pas loin de ça, puis quelque chose qui ressemblait de plus en plus à ce qu'on connaît. Puis on a rajouté des fonctionnalités, de la carrosserie, on a rajouté du confort, et on arrive à quelque chose qui ressemble à ça aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que depuis 1900 à peu près, on est passé de la machine à vapeur à une super voiture, tout équipée, connectée. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et en fait, la réponse, c'est que c'est nous, les utilisateurs, qui l'avons fait arriver là. C'est nos besoins qui ont fait que les constructeurs ont su s'adapter et évoluer. On a voulu des voitures qui allaient plus vite, ils ont fait des moteurs plus puissants. On a voulu des voitures qui avaient plus de confort, ils ont rajouté des sièges chauffants, ils ont rajouté des volants, ils ont rajouté l'ASP, l'ESP, l'ABS, ils ont rajouté plein de choses, un porte-gobelet, de la direction assistée. On voulait de la self-esteem, on voulait un peu crâner devant les collègues en disant voilà, t'as vu ma voiture, elle claque avec mes super jantes. Et ben ils ont fait des voitures qui claquent avec des super jantes. Donc en fait, c'est les utilisateurs qui, eux, de par leurs besoins, ont fait évoluer la voiture. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, l'idée, c'est que de plus en plus, les voitures vont avoir des capteurs de partout. C'est ça qui va améliorer la conduite. Et ces capteurs, les constructeurs vont les rajouter. Et c'est vraiment la mode d'aujourd'hui pour pouvoir connecter la voiture. Et du coup, tant qu'on parle d'aujourd'hui, la mode d'aujourd'hui, c'est surtout ça. C'est ce fameux mot IoT, Internet of Things. Et si on se pose la question de ce que ça veut dire IoT, grosso modo, c'est prendre quelque chose qui existait déjà avant, le connecter à Internet pour remonter des données et améliorer la vie de l'utilisateur. Si on prend un bracelet tout bête, c'est quelque chose qui existe depuis des années, ben on s'est dit, bah ok, on va le connecter, et bam, d'un coup, on arrive à faire des applications qui nous aident à courir mieux, à améliorer notre santé, à dormir mieux, juste avec un bracelet. Si dans notre vie de tous les jours, on prend une balance, on se pèse, ou alors qu'on se brosse les dents, ben, on s'est dit, on va connecter ça. Comme ça, on va pouvoir dire améliorer les courbes de poids, manger mieux, se brosser mieux les dents, avoir moins de plaques, etc. Donc, en fait, c'est tous ces éléments de la vie du quotidien qu'on connecte dans le but d'améliorer la vie des gens. Pour le domicile, c'est pareil. Le domicile, avant, il fallait tout faire à la main. Maintenant, avec la domotique, on peut quasiment tout faire depuis son smartphone. Ça arrive vraiment, et c'est toujours dans le but d'améliorer la vie des gens. La voiture, c'est exactement pareil, en fait. L'idée, ça va être de prendre l'existant, de le connecter, dans le but d'améliorer la vie des gens. Et donc, c'est vraiment ça, le principe de ce qu'on va parler. Faciliter la vie des automobilistes. Vulgariser, entre guillemets, ce progrès, cet IoT qui semble vraiment trop réservé aux technophiles. Et au final, c'est prendre une voiture et la rendre plus intelligente, mieux, pour améliorer la vie des conducteurs. Permettre à chacun d'entre vous, automobilistes et des autres, de trouver son bonheur dans cette voiture connectée. Parce qu'en fait, chacun va avoir ses envies, va avoir ses besoins. Et ce qu'on va voir aussi, c'est qu'il n'y a qu'ensemble, en travaillant, qu'on va réussir à y arriver. Il va y avoir des connexions avec de la domotique, des connexions avec de l'entretien. On va vouloir faire des statistiques. On va vouloir faire de l'écologie, de l'autopartage, du trafic, des flux, de la smart city. Tout ça, la voiture connectée peut y contribuer. Et en fait, chacun d'entre vous va avoir ses attentes autour de la voiture connectée, et chacun va avoir son métier et son mérite, et il mérite son application en fait.
Et on va voir ensemble qu'il n'y a pas qu'une seule killer app autour de la voiture connectée. En fait, il y en a des centaines. Il y en a quasiment autant que d'automobilistes. Du coup, une fois qu'on a compris ça, que le but du jeu, c'était de développer des centaines de milliers d'apps, un peu comme pour un smartphone, hein. Le smartphone, s'il n'y avait pas d'application, personne n'achèterait ce smartphone. L'idée, c'est de pouvoir l'avoir, de le personnaliser, de télécharger les applications qui nous plaisent, exactement comme pour la voiture. On va avoir une voiture connectée, et on va pouvoir télécharger les applications qui nous plaisent, pas juste celles qui sont fournies avec la voiture. Ça, c'est le but de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ce qu'on se dit une fois qu'on a vu ça, c'est qu'il n'y a plus qu'une chose à faire, en fait. C'est juste créer toutes ces applications. Au final, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, hein. On fait les applications, on n'a rien de plus simple parce qu'on a déjà les données de la voiture connectée. On va voir un peu plus tard comment on fait, mais on les a. On part du postulat qu'on les a. Donc on va faire une application d'entretien de la voiture. Puis on va faire aussi une application qui va permettre de faire de la gestion de la voiture, de la prévision par rapport au budget qu'on va avoir, si on a fait un plein, si on va devoir aller faire une révision plus tard, si on a crevé un pneu qu'on a dû le changer. On va aussi pouvoir faire une application qui fait de la gestion de flotte, parce que ça intéresse aussi de faire une gestion de flotte. Même pour une famille, hein, une famille qui a par exemple 4 voitures, eh ben, elle va pouvoir savoir où sont ses voitures en temps réel. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, on comprend mieux cette multitude d'applications qui peut exister. Donc c'est exactement ce qu'on s'est dit. On va sortir nos laptops, on va faire craquer nos doigts, et puis on va commencer à coder tout ça. On s'est servi un café, on a réfléchi 10 secondes, et en fait, on s'est arrêté. On s'est arrêté très vite. Parce qu'on ne peut pas le faire. Et c'est même pire que ça, c'est qu'on ne veut pas le faire. Pourquoi? Parce que faire des applications avec des métiers si poussés, en fait, ce n'est pas notre métier. Il faut comprendre qu'on adore faire des applications. C'est quelque chose qui nous plaît, on en a. Mais le métier qui est lié à ces applications, ce n'est pas le nôtre. Nous, notre métier, c'est de faire de la donnée, c'est de faire des applications, c'est de faire des services qui permettent de lier la voiture au smartphone. Donc du coup, comment on fait en fait? Comment on fait pour que chacun des automobilistes puisse profiter de la voiture connectée et puisse avoir sa vie améliorée? C'est une question qu'on s'est posée. Il faut des milliers d'applications, voire plus, hein. Si on regarde les applications qui sont sur les stores actuels, ça se compte avec beaucoup plus de zéros derrière ça. Et en plus d'avoir ces applications, on en revient à ce système de store, il faut pouvoir les afficher, il faut pouvoir les publier, il faut que les utilisateurs et que les automobilistes puissent y avoir accès simplement en fait. Il ne faut pas qu'ils aient à galérer pendant 5 heures, à taper dans Google application voiture et aller sur la 4e page pour trouver quelque chose. Donc il faut quelque chose de simple pour correspondre au mieux aux besoins de chaque automobiliste. Et la réponse à ça, c'est qu'on va compter sur vous en fait. On va compter sur vous dont le métier est de faire des sites web, dont le métier est de faire des applications mobiles, de la domotique par passion ou dans le métier, de l'entretien automobile ou autre, quoi que ce soit. Parce que c'est vous qui avez les connaissances techniques de comment utiliser la donnée pour faire quelque chose. Et en fait, c'est vous qui pouvez simplifier la vie de ces milliers de personnes. C'est exactement comme la domotique, on n'en est qu'au début de la voiture connectée. Et c'est ensemble, en travaillant avec les plateformes et les développeurs, qu'on va écrire son histoire. Donc si on rentre dans le détail, vous êtes venu à une conf, vous vous dites, voilà, comment on en arrive là à se dire on va faire des applications. Donc comme on l'a dit, il faut 2 choses. Déjà, il faut créer l'application et le service. Et ensuite, il faut permettre aux automobilistes qui sont connectés, du coup, d'avoir accès à ces applications. Les deux sont très liés, et en fait, l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Ça veut dire qu'on peut très bien créer la meilleure application du monde, si personne n'y a accès, elle ne marchera pas. Et en même temps, s'il n'y a aucune application, personne n'aura accès à rien. Donc, on va partir de ce postulat et on va les prendre dans l'ordre. Déjà, créer le service, créer une application. On s'est dit qu'on allait prendre le problème à l'envers. Créer une application ou un service, finalement, c'est déjà quelque chose de fini. C'est déjà une réponse, une solution. Pour créer une application ou un service, que ce soit un site web, une API au-dessus d'une autre, un logiciel, quoi que ce soit, un connecteur domotique, la question qu'il faut, c'est quel service on va faire déjà, en particulier sur la voiture connectée. Donc on a un genre de schéma qui se décide, où on se dit, je vais faire un service. Ce service, ça peut être par exemple de la gestion de flotte, de la gestion de trajet, de la gestion d'entretien, de la catégorisation de conduite. De ces fameux services vont naître des applications. Ça peut être une application mobile, ça peut être un site web, ça peut être un connecteur, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais c'est lié au cœur de métier. Ces applications, elles vont avoir besoin d'API pour fonctionner. Parce qu'on est en 2016 et que plus personne ne passe par autre chose que des API pour faire des applications. On est overconnected, on a tous besoin de notre forfait 4G et on meurt s'il s'arrête.
Donc c'est juste ça, quoi. C'est à base de tout service, surtout dans l'IoT. Et en fait, pour que ces API fonctionnent, il faut qu'elles soient beaucoup de choses. Aujourd'hui, il faut qu'elles soient scalables, il faut qu'elles puissent tenir un utilisateur et du jour au lendemain des centaines de milliers, ça va très vite. Il faut qu'elles soient fortes. Il faut surtout qu'elles soient simples, parce qu'on n'a pas envie de galérer à comprendre comment une API fonctionne. Il faut qu'elle soit dans un cloud adapté et il faut que la donnée qu'elle propose soit de qualité. Donc nous, on est parti de ce principe-là et voilà ce qu'on fait. Par rapport à la voiture, notre point de vue, c'est que dans ce monde, en tant que développeur, on ne devrait pas avoir à se soucier de plein de choses. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas se soucier de la marque de la voiture, ni du modèle de la voiture, ni de en quelle année elle est sortie, ni de si elle a 3 ou 4 portes pour aller chercher une donnée. Il y a un moment, quand je veux un compteur kilométrique, je demande un compteur kilométrique. Et je ne veux pas un compteur kilométrique de Mégane 2 ou un compteur kilométrique de Peugeot 208 ou autre. En fait, l'idée, c'est que si je veux ça, je l'ai. Point final. Et en fait, par rapport à une plateforme, on veut aussi qu'elle puisse tenir de 1 à 1 million d'utilisateurs. Et donc ça, c'est le fameux cloud, c'est cette fameuse scalabilité. C'est exactement comme pour de la cartographie. C'est-à-dire que quand on veut faire un service autour de la cartographie, on n'a pas envie de devoir prendre sa voiture et d'aller faire toutes les routes de France pour aller cartographier quelque chose. On veut juste utiliser une API qui nous donne la cartographie et de chaque pays, de chaque route, chaque limitation. On veut que ce soit propre. Ça, c'est la plateforme ouverte XI. Donc, on dit API Cloud Data, c'est sympa, etc. Et on se pose tous la question de qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça marche et comment ça va nous aider. Donc, pour ça, pour nous, c'était avant tout permettre à tout le monde d'en profiter. Du coup, cette plateforme, en fait, elle est gratuite, et elle est ouverte à tous. Il n'y a pas de ticket d'entrée. N'importe quel développeur peut, dès aujourd'hui, aller dessus, s'y connecter et créer une application autour de la voiture connectée. C'est une plateforme ouverte. Parce qu'en fait, on sait, il n'y a aucune société qui pourra combler tous les besoins, aucun particulier qui pourra combler tous les besoins. Et c'est vraiment à nous, en tant qu'aide de deux parties d'un même monde, qui allons le faire évoluer, en fait. Donc, il y a des données en masse. C'est pour ça que c'est un IoT au potentiel sans limite. On va voir plus tard ça. Mais ça reste quand même compliqué de trouver toutes ces données sur tous les véhicules. Et comme je disais, on n'a pas envie de devoir gérer chaque voiture, chaque marque. Donc nous, on se place en tiers de confiance par rapport à ça, et on s'occupe de tout pour vous pour que vous ayez le meilleur service possible. C'est-à-dire qu'on va aller se connecter dans la voiture avec ce fameux boîtier qu'on a appelé le XI Connect. C'est lui qui va aller reconnaître la voiture, la marque, le modèle, comment elle communique. Il va récupérer les informations électroniques du véhicule. Il va les transmettre de façon autonome dans le cloud, notre cloud, de manière sécurisée avec la position GPS du véhicule. Ces applications, nous, on va les catégoriser, on va les harmoniser, on va les rendre plus propres, plus lisibles, et on va vous les fournir dans des API que vous allez utiliser pour faire des applications que l'utilisateur va pouvoir télécharger. Et c'est ça le monde de la voiture connectée, en fait. Donc l'utilisateur, via tout ce process, cette stack XI, va pouvoir profiter de sa voiture connectée comme un utilisateur d'un smartphone, via les stores et les applications qui existent, peut profiter de son smartphone. Une fois qu'on en est là, on se dit, OK, on a des données, on va les chercher, mais d'où elles viennent, comment est-ce qu'on les a, qu'est-ce que ça en fait, et comment ça marche. Les données, en fait, elles vont provenir de l'électronique du véhicule. Donc, c'est quelque chose qui est apparu dans les années 80 à peu près, et ça n'a vraiment pas cessé d'évoluer, c'est ce qu'on disait. Et à la base, c'était juste pour calculer l'injection dans le moteur et pour pouvoir démarrer le moteur. Il y avait juste ça dans l'électronique du véhicule. Aujourd'hui, on a énormément de données dans l'électronique. Presque toutes les données, en fait, sont présentes dans les voitures récentes. Donc ça va des feux au clignotant, à la tension de batterie, à ma vitesse de roue arrière droite, à la pression de gaz de clim, à si l'autoradio est allumé ou pas. Vraiment, quasiment tout est présent dans l'électronique du véhicule. Le gros problème par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de normes. C'est-à-dire que chaque constructeur fait exactement ce qu'il a envie de faire sur ces données électroniques. Il les transmet, bien sûr, mais d'une Peugeot 208 avec 2 portes à une Peugeot 308 avec 5 portes, ça peut être différent. Entre une Mégane et une Peugeot, c'est complètement différent. Et je ne parle pas de tous les modèles qui existent au monde. Chaque voiture parle différemment. Et par rapport à ça, il y a quand même des catégories qu'on arrive à distinguer au niveau de ces fameuses données. Donc j'ai pris un exemple un peu concret pour expliquer comment ça marche. J'ai représenté ici 7 données, les feux, le carburant, la voiture est verrouillée ou pas, à quelle vitesse elle va, ensuite les codes défauts,
du véhicule. Les codes défauts, c'est ce que les garagistes utilisent pour savoir quand vous faites une révision ou pas, si votre moteur a un défaut ou pas. Si la voiture a un problème ou pas, et si elle doit faire une révision. Donc des données d'entretien et d'écologie. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut les distinguer en deux catégories. Ce qu'on appelle le CAN et l'OBD. Donc pour ceux qui ont déjà entendu parler d'OBD, c'est quelque chose qui a été qui a été normalisé par l'Europe pour permettre aux garagistes et à ceux qui font les contrôles techniques d'accéder facilement aux données de diagnostic du véhicule. Donc par exemple la pollution, etc. C'est comme ça qu'on sait si une voiture continue à rouler ou pas, si on doit l'arrêter. C'est normé, donc c'est un protocole qui est connu et qui est facile à utiliser. Le CAN à côté, c'est le fameux protocole qui est un peu n'importe comment, où toutes les données qu'on appelle données d'usage, donc les feux, savoir si une voiture est verrouillée ou pas, à quelle vitesse elle roule, vont circuler. Et manque de bol, c'est celui qui est le moins facile à comprendre. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que le CAN, ça ressemble un petit peu à ça. Donc j'ai fait un super dessin pour vous montrer un peu comment ça marche. Mais vraiment, c'est pas une caricature. C'est-à-dire que pour savoir où est le compteur de vitesse d'une voiture, il faut vraiment tout remonter, quoi. C'est super compliqué et il n'y en a aucun qui parle la même langue. Il n'y a rien qui est normé, il n'y a rien qui est défini, chacun fait comme il veut. Et l'idée, c'est que tout ça, c'est broadcasté dans un seul endroit et que tout ce qu'on peut faire, c'est quand on ne sait pas où est la donnée, et ben tant pis, quand on sait, tant mieux. Donc les constructeurs, eux, ils savent où est la donnée, hein, ils sont tranquilles, mais les autres, ils ne savent pas. Et par rapport à ça, nous, le parti qu'on a, c'est de dire les développeurs ne devraient pas avoir à se soucier de ce problème. C'est ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire que quand on utilise une API, on veut qu'elle soit simple, qu'elle soit lisible, et qu'on n'a pas à subir les différences des véhicules. Si je veux un compteur kilométrique, je demande un compteur kilométrique. Je ne demande pas un compteur kilométrique pour une Peugeot 208. Je ne demande pas un compteur kilométrique pour une Renault Mégane 2. Donc ce qu'on fait, nous de notre côté chez XI, c'est que on va le faire à votre place. On va se brancher nous-mêmes sur la voiture, on va s'occuper de trouver les données, on va les remettre en état, on va les décoder, on va les remonter, on va tout faire pour vous, pour les harmoniser. On est un peu le C3PO de la relation entre un humain et une voiture, en fait. On va aller traduire ça avec un logiciel maison qu'on a écrit, et pour chaque véhicule, on va aller lui parler, comprendre comment il discute, et on va remonter ces données. Tout ça avec le fameux boîtier XiConnect dont je parlais tout à l'heure. Donc, cette histoire de remontée de données, c'est beau. La question, c'est comment on va remonter les données. Donc on a fait ce petit boîtier, qui est né d'une liaison entre notre CTO, qui est docteur en électronique, et son fer à souder, qui, une fois branché, va agir en complète autonomie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir le smartphone connecté au boîtier. Il y a une carte SIM à l'intérieur qui fait qu'il peut envoyer des données tout seul. Une fois branché, c'est fini, on le met dans la carrosserie, ou on le monte tout seul, et il envoie les données. Donc s'il faut bien comprendre, c'est que pour nous, le boîtier, c'est jamais qu'un hardware, c'est le moyen qu'on a pour obtenir les données. On est une plateforme ouverte, ça veut dire que demain, il n'est pas impossible que d'autres boîtiers soient compatibles avec notre plateforme. Il n'est pas non plus impossible que des constructeurs disent « Ok, moi, plutôt que de faire ma solution, je vais aller me connecter avec cette plateforme et mes données vont aller directement sur cette plateforme. » Ce qui permet d'harmoniser encore plus les données. Et donc, l'idée pour nous, c'est vraiment de travailler sur la plateforme, le service, les API, et de travailler avec vous par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces signaux? Parce que les remonter, c'est bien, les harmoniser, c'est bien, et on ne va pas les garder pour nous. Donc c'est là qu'on va parler de l'IoT et des API qu'on peut faire avec. Donc on a créé une plateforme de développement qu'on a appelée XiDev, qui fournit ces fameuses API, qui fournit un espace de travail, et qui fournit des ressources pour avancer. Nos API, elles sont ouvertes, mais elles ne sont pas ouvertes à tout et à n'importe quoi. Notre parti, c'est de dire que dans ce monde où on fait de plus en plus attention à ces données privées, l'automobiliste doit quand même garder un contrôle sur ses données. Du coup, l'automobiliste est toujours propriétaire de sa donnée, et pour pouvoir utiliser une application de voiture connectée, il doit donner son autorisation. Si vous voulez faire une allégorie, c'est un peu comme Facebook ou Google, quand vous téléchargez une application ou vous jouez à un jeu, le jeu va demander à accéder à vos amis, va demander à accéder à votre profil, et tant que vous ne dites pas oui, le jeu a accès à rien du tout. C'est exactement le même principe pour la voiture connectée. Vous téléchargez une application, vous allez sur un site web, tant que vous ne dites pas oui, cette application ou ce site web a accès à mes données, nous, on ne va pas lui fournir vos données. C'est vous qui gardez le contrôle par rapport à ça en tant qu'automobiliste. Donc, ce protocole-là, c'est OAuth 2. Donc nos API fonctionnent avec OAuth 2.
Pour les développeurs et les créateurs de services, on a choisi l'architecture REST. Pour nous, c'était la plus adaptée parce que c'est la plus simple, la plus utilisée en ce moment. Et grosso modo, ça matchait très bien avec notre structure d'API parce que tout est identifiable unitairement, tout est simple à implémenter. Et histoire de continuer dans la simplicité, on a choisi le JSON comme langage de communication parce qu'on sait que c'est le moins verbeux, c'est celui qui va prendre le moins de données pour être envoyé. Et sur un smartphone, la donnée, c'est aussi important, même si on est en 4G. Donc, c'est ça qui va faire nos API. Et au-delà de ça, au-delà de la technicité, faut savoir qu'on est en version 3 de nos API. Ça veut dire qu'il y a déjà eu une version 1 et une version 2. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a déjà des développeurs qui utilisent ces API et qui nous ont fait des feedbacks. Ils nous ont dit on aimerait bien que vos API, elles aient ces paramètres-là. On aimerait bien que vos API, plutôt que de renvoyer la donnée comme ça, elles les renvoient comme ça. On aimerait bien qu'elles soient un peu plus rapides, etc., etc. Et comme notre but, c'est pas de créer un service et de le proposer et que les développeurs utilisent ce qu'on propose, mais de créer le service qui correspond le mieux aux développeurs, eh ben on a pris tout leur feedback, on a réécrit toutes les API, on les a faites en Go pour que ce soit plus rapide et que la mémoire soit mieux gérable. Donc on a gagné pas mal de temps de réponse et du coup pas mal de scalabilité. On a une plateforme qui tient la charge, donc c'est testé, hein, parce qu'on prévoit vraiment d'arriver aux millions d'utilisateurs, parce que les voitures, c'est des millions d'automobilistes, peut-être même un peu plus. Et surtout, on a pris le parti de la simplicité. C'est ce que je disais, on écoute vos retours pour continuer à faire ça. Et on continuera d'écouter vos retours. C'est-à-dire que demain, nos API, elles vont continuer d'évoluer avec vous, avec les besoins que vous aurez, pour travailler autour de la voiture connectée. On va continuer de rajouter des services, on va continuer de rajouter de la donnée. Du coup, parlons un peu de la donnée. Voilà ce qu'il y a dans nos API. Donc, on a plusieurs types d'API. Déjà, on peut récupérer les voitures. Ce qui est plutôt pas mal quand on parle de voitures connectées. Donc, une fois qu'on a les voitures, on va pouvoir récupérer soit des données brutes, soit des positions GPS, soit des trajets, soit des statistiques. Au niveau des données brutes, ce qu'on remonte, c'est tout ça. Donc, ça va du niveau d'essence, aux essuie-glaces qui sont allumés ou pas, au verrouillage des portes, au feu de position, au clignotant, anti-brouillard, allumage du véhicule, régime moteur, vitesse, compteur kilométrique, tension de batterie, et en fait, il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, on estime que ceux-là sont suffisants pour remonter de la donnée, parce qu'on nous a dit qu'ils étaient suffisants pour remonter de la donnée, mais en vrai, on en connaît plus d'une soixantaine. On ne les remonte pas tout simplement parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de service associé aujourd'hui. Mais demain, il y aura sûrement du service qui va se créer, parce que plus les services avancent, plus il y a des besoins qui se créent, et donc on remontera sûrement beaucoup plus de signaux. Comme je disais, ça va jusqu'à la vitesse de la roue arrière droite du véhicule. Et donc, ces données-là, elles sont ce qu'on appelle brutes. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a moyen aussi de les raffiner. C'est-à-dire que moi, quand je développe, j'aime bien avoir des données, mais j'aime bien qu'elles soient déjà un peu catégorisées. Du coup, on a créé une autre API qui est basée sur les trajets. On va savoir quand une voiture a fait un trajet, et on va savoir quel trajet il a fait. Quel va être le temps d'utilisation du véhicule, quel va être le nombre de kilomètres parcourus. Et de ce trajet, on va pouvoir récupérer des informations. Donc si je rentre un peu dans le détail, voilà la fameuse API des trajets. Donc si je demande les trajets, si je demande un certain trajet du véhicule, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on avait besoin quand on parlait de trajet. Ben, on a besoin d'une position de départ, d'une position d'arrivée, d'une date de départ et d'une date d'arrivée. Et en vrai, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Et donc là, on se dit, ouais, ok, mais ils sont où les signaux? Et ben en fait, si je veux les signaux d'un trajet, eh ben, il suffit de demander les signaux d'un trajet. Et donc là, je vais avoir un tableau avec les signaux d'un trajet. Et un signal, c'est quoi? C'est juste un nom, verrouillage ou pas verrouillage. Odomètre, c'est le compteur kilométrique. Ça pourrait être fuel level. Et d'une valeur. Une date pour savoir quand la donnée est remontée. Ça doit être aussi simple que ça. Et là, on ne sait pas derrière si le véhicule est un Renault, un Ford, un Peugeot ou autre. Parce que ça ne nous intéresse pas. C'est ça qui est en fait intéressant. C'est-à-dire que quel que soit le véhicule, ça va être le même format de données en sortie. Si je veux des positions GPS, c'est exactement le même combat. C'est-à-dire que j'ai un trajet, je vais vouloir toutes les positions GPS de ce trajet, et ben, je les demande de cette façon-là. Donc, c'est vraiment top d'avoir des signaux GPS, et du coup, ainsi de suite, toutes nos API vont être harmonisées en ce sens-là, c'est-à-dire qu'elles vont être simples à utiliser, elles vont être architecturées de manière très carrée, très poussée, et du coup, ça va être simple pour vous de les utiliser.
Mais malgré tout, on sait que rentrer dans une nouvelle API, c'est quelque chose qui peut être compliqué en fait. Parce que nous aussi, on en utilise, que ce soit sur la voiture connectée ou pas. Du coup, par rapport à ça, ce qu'on a fait, c'est que on a écrit quelques ressources. Donc effectivement, quand on tape voiture connectée sur Internet, il n'y a pas encore 10 000 résultats qui apparaissent sur Google et sur Stack Overflow. Et quand on commence à poser une question sur Stack Overflow sur la voiture connectée, la question n'apparaît pas tout de suite. Ça viendra. En attendant, on écrit du coup des articles sur Medium par rapport à ça, où on explique comment s'interfacer avec nos services, comment répondre, comment utiliser nos services, comment penser un service par rapport à la voiture connectée. Et on a aussi mis de plus en plus de ressources sur GitHub, notamment nos documentations et d'autres outils qui viendront, notamment des SDK, on en reparlera par rapport à Android, etc. L'idée étant que ces outils, là où ils sont intéressants, c'est qu'ils permettent de faire du partage. Comme je disais, nous, ce qui nous intéresse, c'est de discuter avec vous et d'avoir vos retours. La documentation, on l'a écrite d'une certaine façon, mais on ne prétend pas avoir la meilleure façon de l'écrire. Ça se trouve, il peut y avoir un développeur qui va se dire « là, j'aurais tourné ça différemment », et du coup, il peut prendre notre documentation, la réécrire et la refournir. L'idée, c'est vraiment que ça fasse une communauté autour de ça, que tout le monde puisse en profiter et que tout le monde puisse l'utiliser. Donc on va continuer d'alimenter ces outils. On est friand de vos retours, de vos besoins, parce que c'est ça dont on a besoin. Et c'est vraiment ensemble qu'on va construire ce monde-là. Seulement pour fédérer tous ces outils, toutes ces API, toutes ces ressources, tous ces articles sur Medium, on va avoir besoin de quelque chose de structuré, de fiable. Et donc on a créé un espace de travail, un point central, qu'on a appelé l'espace développeur XI. C'est exactement le même principe que les API, c'est-à-dire qu'on a pris vos feedbacks pour le faire, et on l'a pensé de façon simple et conviviale. N'importe qui, aujourd'hui, peut s'y connecter, peut déjà récupérer des informations sur les API et peut créer une application autour de la voiture connectée. On en a même déjà une douzaine qui vont de tout à rien, qui vont de calculer de l'éco-conduite, donc savoir si on a bien conduit ou pas, à gérer des notes de frais. C'est-à-dire qu'on va avoir une liste de trajets qu'on va pouvoir dire pro, perso, et on va pouvoir avoir une note de frais qui est éditée à la fin. Cette application qui s'appelle Bidit. Et donc, c'est simple, c'est convivial, et c'est vraiment pour vous qu'on l'a fait. L'idée, c'est qu'on va rajouter au fur et à mesure des outils. Aujourd'hui, il y a besoin effectivement d'avoir la plateforme XI pour commencer. Mais demain, il y aura des comptes de test, il y aura des outils qui vont pouvoir permettre de simuler des signaux de voiture connectée pour, même si vous n'avez pas une voiture connectée, créer un service autour de ça. Parce qu'on pense que ça va être important, exactement comme pour créer un jeu Facebook, on peut simuler des utilisateurs qui vont se connecter, etc. Bah nous, pour créer une application autour de la voiture connectée, on va pouvoir simuler un trajet. On va pouvoir simuler peut-être un accident. On va pouvoir simuler plein de choses. Et tout ça, en fait, c'est pareil, on va attendre vos besoins pour le faire. On va les prioriser pour pouvoir vous aider à aller de plus en plus vite. Et ça va vous permettre de développer tous les services que vous voulez, tout ce dont les automobilistes rêvent autour de la voiture connectée, et de faire des centaines de milliers d'apps, en fait. La question, maintenant, qui va se poser, c'est, comme on le disait, faire une application, c'est quelque chose. En faire la promotion, c'est quelque chose d'autre. On peut faire la meilleure application du monde, et pour autant, elle ne va pas marcher, en fait. Pourquoi? Parce que on ne va pas savoir communiquer autour de cette application, les automobilistes vont avoir du mal à la trouver, ça va être compliqué. Et pour nous, c'est important que les deux marchent. C'est-à-dire que on aime bien avoir des super applications, mais ce qu'on aime surtout, c'est que les applications soient utilisées. Et donc, cette fameuse promotion dont on parle ici, on sait que c'est compliqué, et du coup, on va aussi s'en charger. De deux façons différentes. On va avoir un XiStore, et on va avoir un XiDev App Factory. XiStore, c'est un kiosque qui va référencer toutes les applications que vous faites autour de la voiture connectée. De la même façon que ce n'est pas un store comme un Google Play Store ou un Apple Store, parce qu'il n'y a pas d'inscription où on upload une application, où on la décrit, où on pourra la télécharger directement. C'est plus un référentiel de tout ce qui existe. Donc aujourd'hui, il y a déjà des applications mobiles, comme on le disait. Il y a aussi des sites web, donc pas de téléchargement, juste un lien. Et il y a des connecteurs par rapport à de la domotique qui sont déjà créés, qui sont référencés sur notre XiStore. Et demain, en faisant une application, vous pouvez être référencé sur notre XiStore. Donc on fera un lien vers votre application, on explique ce que vous faites.
Ce qui permet en fait aux automobilistes de trouver très simplement votre application et votre service. Comme ça, ils peuvent y accéder, que ce soit sur Android, iPhone, Firefox, OS ou autre, en fait. Et ça, c'est quand même super important, parce que c'est ça qui va créer cet écosystème. C'est ça qui va faire en sorte que toutes vos applications vont être trouvées et que les gens, en fait, au-delà de vouloir une voiture connectée à la base et ensuite d'avoir du service par rapport à ça, de plus en plus vont se dire, je veux un service, je veux par exemple ne plus avoir à penser à mes révisions. Tiens, il y a une application qui fait ça, eh ben, je vais rendre ma voiture connectée. C'est un cercle qui va être vertueux. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a déjà des gens qui se posent cette question, et demain, ça va être de plus en plus. La machine, elle est lancée, et en fait, on ne pourra pas l'arrêter. Ça, c'est ce Existor. Donc ici, on voit qu'il y a une application qui est référencée, c'est la nôtre, c'est le service minimum de ce qu'on peut faire. Dans tous les cas, vous aurez cette application. Et si vous allez dessus, vous verrez qu'il y en a beaucoup plus et qu'elles sont référencées. L'idée, c'est vraiment d'être visible, de fédérer tout ça et de vous enlever en fait cette épine du pied qui est de devoir faire de la pub, de devoir aller sur Twitter en disant téléchargez mon application, etc. Vous pouvez toujours le faire. Mais en plus de ça, comme le store existe, ça va être une référence, et ben, les automobilistes verront tout de suite votre application comme on peut l'avoir sur le Google Play Store ou l'Apple Store. Maintenant, pour nous, toutes les idées méritent une attention particulière. Mais il va y avoir aussi des pépites qui vont émerger, en fait, où on va donner beaucoup d'attention. Il va y avoir des gens qui vont être passionnés de ça, qui vont par exemple pas avoir les ressources parce qu'ils ne savent pas forcément développer. Ou à l'inverse, ils savent très bien développer, mais ils ne savent pas forcément faire de design, ou ils ne savent pas forcément faire de communication par rapport à ça. Et ben, pour pas que leur idée entre guillemets meure et parte à la trappe et qu'on se dise c'est un side project, je le finirai plus tard, et au final on le finit jamais, et ben, ces gens, on va les aider. C'est-à-dire qu'on a lancé un programme très récemment, un programme d'accélération, où ces gens, on va leur faire découvrir via une série de meet-up, d'ateliers graphiques, de pitch, comment justement créer une application, comment la pitcher, comment pouvoir lever des fonds, etc. On va vraiment vous accompagner pour pouvoir créer ce service autour de la voiture connectée et utiliser nos API. C'est quelque chose auquel on tient parce qu'on pense vraiment que tout le monde peut y aller et que tout le monde doit y aller. C'est vraiment important pour nous que toutes les idées puissent y arriver, mais il va vraiment y en avoir auxquelles on va vraiment avoir envie qu'on y arrive. Et ça va vraiment vous inviter à participer à ça. Et donc par rapport à ça, on a le tiercé gagnant. C'est-à-dire que la voiture, elle est connectée, mais c'est ensemble qu'on y arrive. Notre métier à nous, c'est pas de faire les applications. Notre métier à nous, c'est de fournir un service et une plateforme. Votre métier à vous, ça tombe bien, c'est de faire des applications. Et du coup, c'est en travaillant ensemble qu'on va y arriver. C'est votre ingéniosité qui va débloquer le succès. Et c'est notre stack technique qui va vous permettre de développer tout ça. Chacun va y trouver son compte. Et au final, les automobilistes vont être vraiment contents parce que de la même façon que la domotique me permet de fermer mes volets quand je suis déjà dans mon lit, la voiture connectée va me permettre de profiter de ma voiture, même quand je ne suis pas dedans, même quand je suis dedans, et d'une manière différente. On va pouvoir améliorer la vie de plusieurs milliers d'automobilistes, plusieurs millions, dans le monde entier en fait, parce qu'on n'est pas que en France, on est dans le monde entier, surtout en Europe, mais demain dans le monde entier. Pour faire tout ça, on a une équipe qui est à votre disposition, parce que Xi en fait c'est une équipe avant tout, donc qui vont du commercial au marketing, au designer, au support client, mais surtout aussi une équipe technique qui fait facilement 50% de l'équipe. Et donc, on a pris une photo pour ça. C'était à Lille il y a 2 jours. Donc, non, je déconne. Il faisait pas beau, mais pas autant que ça. Et donc, ces personnes sont à dispo. Elles travaillent pour vous aider à créer du service. Et on y croit vraiment. Ça commence vraiment à marcher. Et tous ensemble, on va vraiment réussir à créer tout ça, tout ce service autour de la voiture connectée. Voilà. J'ai fait un peu moins de 50 minutes. Pour moi, la voiture connectée, c'est aussi quelque chose qui va lever des questions, parce que c'est un nouvel usage auquel je serais vraiment ravi de répondre. Ça lève énormément de choses. Du coup, je vous ai quand même mis une pomme de terre pour vous dire merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Alors en fait, il y a les deux. Il y a déjà des constructeurs qui développent une plateforme, etc. Là où nous, on va être différenciant, c'est que c'est le principe de chaque constructeur va avoir sa vision de la plateforme. Et du coup, pour un développeur, il va devoir gérer toutes les plateformes de façon différente. Alors que nous, on est unitaire et c'est on n'a pas à se charger de la voiture. Et comme je disais, notre cloud, demain, il n'y a rien qui empêche un constructeur de venir s'y connecter directement, plutôt que de développer sa propre vision de la chose. On n'est pas du tout fermé à ça. Et donc on n'est pas du tout fermé. Demain, il est possible que les Tesla soient compatibles sans problème. Ouais. D'accord. Ouais. En fait, le Play Store et l'App Store, déjà, c'est vraiment orienté mobile. Alors qu'avec la voiture connectée, on peut faire plein de choses. On peut aussi faire des sites web. On peut faire des sites web qui font des statistiques, on peut faire un site web qui fait de la domotique, et on peut faire aussi des connecteurs. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait imaginer un connecteur avec du IFT ou autre, qui ne serait pas téléchargeable, qui ne serait pas une application. Et pour autant, pour pouvoir y accéder, c'est un service qui pourrait m'intéresser. Et donc, le store, ça permet de trouver ces services. Là où moi, par exemple, si je vais sur le Play Store, je vais forcément avoir une application mobile. Si ça se trouve, en allant sur le Store, je vais trouver un site web qui va me correspondre. Ou un plugin pour un outil que j'utilise sur mon ordinateur qui va me correspondre. Peut-être une application macOS, une application Windows. Ça peut être n'importe quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'on a créé ce store. C'est vraiment pour rassembler toutes ces applications, mais au sens service. Alors là, c'est une bonne question. Je me souviens plus du tout, mais elles sont une réponse qui pourrait être apportée à ça, c'est qu'on est hébergé en France. Donc en fait, dans tous les cas, on est par rapport à la CNIL, on est obligé de les garder un certain temps et on les garde pas plus, quoi. Donc je ne sais pas vous dire exactement. L'utilisateur, l'automobiliste, reste quand même propriétaire de ces données. C'est-à-dire qu'on n'a aucune raison de les garder s'il nous dit de les supprimer. Et si ça peut répondre à la question, je pense que c'était aussi dans ce sens-là. Voilà. Le boîtier aujourd'hui, il coûte 139 €. Et il est disponible sur Amazon, sur notre site internet, chez plein de revendeurs. Et il y a une carte SIM intérieure qui est sans abonnement. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'utilisateur de payer la data qu'il envoie. C'est one shot. Ouais. Ouais. Donc, vous avez fait un système qui permet d'avoir ces données et de les remonter déjà. D'accord. Du coup, l'idée serait de s'interfacer avec notre plateforme. Bah, à la limite, on pourra en parler juste après. Et effectivement, pourquoi pas. Alors, franchement, je ne sais pas trop. Peut-être, mais à mon avis, c'est un peu comme tout. Ce sera sûrement sous commission rogatoire ou des choses comme ça, parce que ça reste une donnée personnelle. En France, on est très accro aux données personnelles. Et avec la CNIL, etc., de toute façon, ça va être très compliqué d'obtenir ces données sans une raison très valable. Ouais. Alors, la fréquence, elle varie selon les signaux qu'on va remonter. Par exemple, le verrouillage, déverrouillage, c'est quelque chose qui est sur état, donc on va le remonter que sur changement. La vitesse, par contre, c'est quelque chose qu'on va remonter plus souvent, parce que si on le fait par état, on la remonte tout le temps. Et la latence maximum qu'il peut y avoir, c'est 1 minute. Parce que le boîtier communique toutes les minutes en fait, avec notre plateforme. Le boîtier est universel. Donc il se branche sur la prise diagnostic du véhicule, comme on peut brancher une valise de diagnostic. Et s'il n'y a pas de prise de diagnostic, on peut aussi le brancher directement sur le faisceau CAN via un montage professionnel. Donc on a formé des centres en France à ce montage où ils montent et ils le cachent.
tout en préservant la garantie du véhicule. Alors, je vois très bien la question. Et non, le boîtier ne fait pas d'écriture. Et c'est vraiment un choix de ne pas le faire aujourd'hui, notamment pour des questions de sécurité, de hacking, etc. On ne fait pas d'écriture. C'est aussi pour ça qu'on fait du CAN et pas de l'OBT, parce que de l'OBD, c'est un système de questions-réponses. Donc on va demander une information et on va l'avoir. Que du CAN, c'est vraiment que de la lecture. La voiture n'est pas du tout au courant qu'on est là. On peut l'enlever, la remettre sans problème. Peut-être. Aujourd'hui, on est vraiment orienté sur la voiture. Demain, ce sera la mobilité connectée. Exactement. Le boîtier se met à jour tout seul, de façon autonome. Il n'y a pas besoin de connexion par rapport au boîtier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on remonte une vingtaine de signaux, mais que demain, on pourra en remonter beaucoup plus. Et l'automobiliste, en fait, le découvrirait sur son application. Ouais. Alors nous, dans le boîtier, il y a une carte SIM qui communique sur un réseau 2G, parce que c'est celui qui nous paraissait le plus fiable à grande vitesse. Et on a un roaming européen, c'est-à-dire que si on change de pays et qu'on va dans un autre pays, eh ben, on ne perd pas la connexion. Du coup, ça nous permet d'avoir des trajets qui sont complètement fiables et des données qui sont complètement fiables dans tous les pays d'Europe. Alors, aujourd'hui, on ne l'a pas encore géré, mais c'est un de nos sujets d'étude. La taille de toutes les voitures qui existent et qui roulent. Hum Ben, par rapport aux applications, effectivement, oui, c'est la taille de tous ceux qui ont déjà acheté le boîtier, oui, oui. Combien il y en a? Il y en a 26 millions de kilomètres. Il y en a 110 000 kilomètres par jour, et un peu plus. Et en fait, je ne sais pas exactement. Il y en a plusieurs milliers. Ouais. En fait, toutes les voitures sont connectables, même une 2 chevaux. C'est juste que le nombre de données qu'il va y avoir va être de plus en plus important. Donc une 2 chevaux, effectivement, il n'y aura pas beaucoup de données. Il y aura la tension de batterie, il y aura la position GPS, dans tous les cas. Et ensuite, au fur et à mesure où la voiture va être de plus en plus récente, il y aura de plus en plus de données électroniques. Mais toutes les voitures sont connectables. Je comprends, je comprends. Mais nous, on a un site qui affiche la compatibilité déjà, sachant qu'on est quand même compatible à 100%, donc c'est une compatibilité étendue. Et on a des sujets à l'étude là-dessus pour permettre de savoir ça. Ok. Merci à tous.